Bonjour à toutes et à tous et heureux de nous retrouver, de vous retrouver avec Renaud Degas et l'équipe des Contrepoints de la Santé ce mercredi 5 novembre 2025 pour un nouveau rendez-vous autour des politiques de santé. Nous allons aujourd'hui parler d'économie en 60 minutes et de loi et notamment évidemment du projet de loi de financement de la sécurité sociale, autrement dit le PLFSS, en discussion actuellement au Parlement. Nous discuterons en réalité de l'avenir de la France, rien de moins. Mais nous voulons également plus simplement comprendre les mécanismes en cours, en tout cas sur un sujet très sérieux, voire un sujet grave. Nous recevons le président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Frédéric Valletoux, monsieur le ministre, ancien ministre de la Santé. Le titre de notre émission est oui. La France peut-elle encore sauver son modèle social? Le PLFSS, effectivement, marque en général une étape essentielle dans les politiques publiques, dans les politiques de régulation du système de santé et de l'organisation de notre santé. Son examen est discuté depuis hier par les députés dans l'hémicycle. Sont les ajouts de la commission des affaires sociales que vous présidez, alors que donc se discute également la loi des finances. En réalité, nous sommes effectivement, nous le ressentons bien comme ça, dans une période instable et fragile. Fragile, c'est le terme d'ailleurs qui a été employé par le président de la Cour des comptes à ce sujet. Notre émission en public est enregistrée ce 5 novembre en matinée à la Villa M. Nous retrouverons également le sondage. Je salue notre confrère Adrien Broche pour un sondage exclusif de Via Voice. Et puis deux invités, Sophie Beaupère, la directrice déléguée générale de Unicancer, vous interrogera. Et ensuite, le président de la Fédération des pharmaciens d'officine, Philippe Vessé, que nous saluons. Et je salue également nos confrères et consoeurs journalistes présents. La suspension de la réforme des retraites a été également... nous en discuterons, mais je vais laisser tout de suite la parole à mon ami et confrère. Merci Pascal. Un petit salut bien sûr à nos partenaires Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, la veille des acteurs de santé, Ortus et l'UC2M. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. Le texte du PLFSS 2026 a donc été rejeté en commission vendredi. Depuis hier, mardi, c'est un débat en plénière à l'hémicycle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé en commission? Parce qu'on a entendu qu'il y avait eu un bon travail de fond. Vous avez pu discuter article par article. Vous avez réussi à instaurer un vrai débat pour, au final, que ça soit rejeté. Malheureusement, on sent que donc on revient sur le texte du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut revenir quelques minutes sur ce qui s'est passé en commission? Comment vous avez senti les débats? Et est-ce que, à travers ces débats, vous avez senti on va dire, des consensus ou en tout cas des tolérances, des compromis possibles? Voilà. D'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux de revenir quelques années après un débat avec la présidente du SML qui avait été un débat musclé. Visiblement, ça vous a marqué. Mais voilà, mais je suis revenu quand même. Mais c'était il y a quelques années et depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Au-delà de ça, oui, on a démarré hier donc dans l'hémicycle la discussion du projet de loi de financement de la Sécu pour 2026. Et effectivement, en commission, on a eu un débat qui est un débat, on va dire, respectueux, ce qui peut parfois paraître changeant ou dans le contexte qu'on connaît de l'Assemblée nationale, mais surtout un débat qui est un débat de personnes qui connaissent bien ces sujets-là. Et c'est vrai qu'en commission, on arrive toujours à avoir des travaux plus constructifs, plus construits, plus dans l'écoute et dans le respect des opinions de chacun que dans l'hémicycle où parfois les choses partent de manière plus rapide et dans une ambiance parfois plus survoltée. Mais c'est pas parce qu'on a un débat construit, où les uns et les autres s'écoutent, que pour autant on peut comme ça dessiner des compromis. Puis il y a une deuxième chose aussi qu'il faut considérer, c'est que contrairement à tous les autres textes, pour les textes budgétaires, vous l'avez un peu dit Pascal Morel, pour les textes budgétaires, ça n'est pas la copie de la commission qui arrive en discussion dans l'hémicycle, c'est la copie initiale du gouvernement. C'est comme ça, c'est la loi organique de 2008 qui fait que pour tous les autres textes, arrive la copie
tel qu'amendé dans la commission. Et donc les travaux de la commission prennent cette importance particulière que, eh bien, ils sont retenus pour dans la discussion en séance plénière, ce qui n'est pas le cas des textes budgétaires. Et donc parfois, il ne faut pas s'effrayer de position dans la commission sur les textes budgétaires, puisque de toute façon, que ce soit voté ou que ce ne soit pas voté, c'est la copie initiale qui arrive dans la main de l'ensemble des députés au moment de la discussion. En fait, de la pédagogie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire au fond? J'ai pas été clair. Alors j'en commence. Si, très clair. Non, mais il y a quelques idées derrière. Non, mais ça veut dire simplement que par rapport à ces compromis que vous évoquez, les textes budgétaires, c'est pas tellement en commission qu'on peut initier des compromis. On peut en discuter, on peut sentir que sur tel ou tel article, et ça a été le cas, il peut y avoir des rapprochements qui se font, mais on est tenu à la fois par cette règle que j'évoquais qui fait que, in fine, ce qu'on vote n'a peu d'incidence au moment où les députés vont s'emparer du sujet. Deuxièmement, on est soumis à l'article 40 qui fait qu'on est quand même contraint dans la réflexion puisqu'on ne peut pas créer de charges. Alors quand on discute de finances, c'est toujours un peu déséquilibré de ne parler que de dépenses que de recettes, sans pouvoir imaginer au titre du fait de l'article 40 créer des charges. Et puis troisièmement, le gouvernement n'est pas là en commission et dans les débats budgétaires, évidemment, ce qu'a amené le gouvernement, c'est important. Donc c'est un tour de chauffe, mais pas plus. Oui, enfin, excuse-moi. Pour la commission. Moi, je voulais dire à Frédéric Valtour, en fait, ce que je crois qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a eu. J'ai pas été clair, décidément. C'est parce qu'on est tôt le matin. Non, mais on fait de la pédagogie en vrai. Oui, parce oui, que c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Et en fait, on s'est bien rendu compte que vous aviez, dans la commission, au sein de la commission, proposé beaucoup de mesures qui étaient en réalité très coûteuses. C'est-à-dire qu'en commission, on met un peu tout dans la discussion, enfin chacun met un peu tout dans la discussion pour voir comment les choses réagissent, comment les uns et les autres se positionnent sur telle ou telle idée. Donc c'est peut-être un moment où on teste les idées, on sent les rapprochements possibles, où on sent les compromis envisageables ou potentiels, mais voilà, il ne faut pas s'effrayer de ce qui peut se dire, se discuter ou de certaines mesures qui sont en commission. Après, on est à un moment où, de toute façon, effectivement, et on le voit sur le projet de loi de finances, qui lui est discuté depuis une semaine. Nous, sur le PLFSS, on démarre depuis hier soir, on a attaqué les articles à 21h30 ou 22h. Mais sur le PLF, on a vu depuis une semaine, effectivement, il y a un peu un concours l'épine de la nouvelle taxe et du bon impôt. Donc, il va falloir qu'on arrive effectivement à contenir des débats qui peuvent effectivement arriver dans tous les sens, d'autant plus qu'il n'y a pas de 49.3. Pardon d'insister sur les éléments de procédure. Non, mais justement, moi j'avais une question complémentaire sur les éléments de procédure, comme ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Les amendements qui ont été présentés en commission, qu'ils étaient adoptés ou pas, peuvent tous se retrouver en plénière ou pas? Comment ça se passe, pour bien comprendre? Alors, je le redis, à partir du moment où c'est en plénière, en séance publique, c'est la copie du gouvernement qui arrive. Elle ne tient pas compte des discussions qui ont eu lieu en commission. Donc, inévitablement, un amendement même adopté en commission qui a fait le consensus de tout le monde, qui est soutenu par tout le monde, s'il n'est pas représenté dans l'hémicycle, il ne pourra pas être adopté, et donc, discuté et adopté. Donc, on recommence. Et à l'inverse, c'est qu'un amendement rejeté en commission peut être représenté dans l'hémicycle. Exactement. On repart de zéro. On repart de zéro, ok. Alors, on est quand même d'accord, avec le PLFSS, on est dans le concret. Hein, c'est la vie. C'est la vie. Là, pour le coup, c'est la vie de tous les jours. Et je rappelle que le déficit, à ce moment-là de notre conversation, je rappelle que les déficits, c'est 10,8 milliards en 2023 et 23 milliards en 2025. Et on vous dit que ça pourrait être, s'il n'y avait pas des mesures qui seraient prises, encore plus, 26 milliards. Enfin, alors, vous êtes on parle même de 30 milliards. Ouais, vous êtes un responsable politique de notre système de santé. Je rappelle que vous avez été également le président de la Fédération hospitalière de France. Comment arrive-t-on, en très peu d'années, à passer à doubler, plus que doubler, un déficit de la sécurité sociale? C'est vraiment une question de fond. De fond. Oui. De fond et de détail, Monsieur le Président. En fait, c'est simplement la conséquence
Et le rapport de la Cour des comptes, qui est très bien fait d'ailleurs, parce qu'il est très synthétique. Le dernier rapport qui est sorti lundi après-midi, sur l'état des comptes et l'actualisation un peu des comptes de la sécurité sociale, du déficit, mais aussi l'appréciation du coût et des mesures d'économie contenues dans le PLFSS, le dit très bien, c'est qu'on a simplement des besoins, et donc des dépenses qui augmentent beaucoup plus vite que la structure des recettes, et qu'on a ce déséquilibre-là que l'on connaît, ça fait longtemps qu'on le sait, inévitablement, eh bien, il crée des tensions, et les tensions, c'est le déficit qui s'accroît, des tensions année après année. Et puis, on a aussi un système de santé qui doit se relever malgré tout des années Covid, où pendant les années Covid, beaucoup a été dépensé pour qu'on tienne, pour protéger, pour plein de raisons, pour reconnaître à travers le Ségur de la santé la contribution des uns et des autres dans les revenus, etc., par le biais des revenus, mais que tout ça n'a pas toujours été financé sur des recettes nouvelles. Et donc, on continue effectivement à être broyé par ces mécaniques-là. On a un système de santé qui est financé dont le financement ne correspond plus à la dynamique des dépenses. Et donc, tant qu'on n'aura pas remis tout ça à plat, on aura inévitablement des tensions, parce que pour arriver à essayer de contenir le déficit, ça veut dire qu'on va chercher soit de nouvelles recettes, soit on contraint le système de manière violente. Or, un système qui fonctionne avec des règles à l'ancienne, disons ça comme ça, parce que ça ne pourra pas durer, inévitablement, ça produit des tensions chez les libéraux, à l'hôpital, etc., etc. Le texte qui a été présenté par le gouvernement, et donc on retrouve intégralement depuis hier en séance, prévoyait de passer d'un déficit de 23 milliards à 17,4 milliards, donc 7,5 milliards d'économies. Pour y arriver, on a vu l'Ondam qui est quand même très faible et en dessous de ce qu'on appelle la croissance naturelle des dépenses d'assurance maladie. Là, je me concentre sur, bien sûr, l'assurance maladie. Beaucoup réagissent en disant c'est avant tout un PLFSS financier, un PLS financier qui même détruit ou risque de détruire des négociations, des dynamiques qui ont été mises en place à coup de négociations longues et parfois très tendues entre professionnels d'assurance maladie, avec les établissements de santé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la question un peu globale avant de rentrer dans les détails, aujourd'hui on est dans une situation où on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on est obligé, quitte à faire de la casse, à faire des économies de façon violente, comme vous disiez tout à l'heure, même alors qu'on n'a pas le temps en fait de changer les règles du jeu. On en est à ce point-là. Comment vous les estimez le caractère d'urgence de taper fort sur les économies? Non, mais on va se parler franchement. La situation elle est d'autant plus dramatique ou difficile qu'on est dans un temps politique où le pilotage politique est relativement absent dans les choix qui sont proposés ou qui sont faits. Regardons ce qui se passe depuis 2022, dans une situation où effectivement il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a à partir de 2024 une succession de gouvernements qui se suivent les uns aux autres. Moi, les quelques mois où j'ai été nommé ministre, je crois que j'étais le 7e ou le 8e depuis 2017 et je pense qu'on en est au 10e ou 11e. Donc, comment vous voulez que dans ces conditions d'instabilité politique, il y ait des budgets qui soient préparés avec des orientations politiques fermes, fortes et claires? C'est impossible. Regardez précisément. Les quelques mois où j'ai été ministre, j'ai pas pu travailler sur le PLFSS 2025. C'était au printemps 2024. Parce que le 8 juin, il y a eu la dissolution et que donc tout s'est arrêté. La campagne s'est organisée pendant 5 semaines et arrivé début juillet, on a été en position juridiquement de ministre démissionnaire où on avait des instructions de ne donner aucune orientation à l'administration. Et donc ça veut dire que M. Barnier, quand il arrive à 3 jours ou 15 jours avant de déposer un PLFSS 2025 sur le bureau de l'Assemblée, avec ses ministres, il récupère une copie qui est faite par qui? Qui est faite par l'administration, au nom de la continuité de l'État. L'administration produit dans son coin, mais sans aucune orientation politique. Il récupère un PLFSS 2025 qui vaut ce qu'il vaut, avec des idées que l'administration aime bien, genre on augmente le ticket modérateur, enfin ce genre de choses, qui ont fait les délices du débat public, sur lequel il a chuté.
Monsieur Bayrou a bâti dans l'urgence un PLFSS pour tenir début de l'année 2026. Monsieur Bayrou chute il y a quelques semaines. Monsieur Lecornu arrive quelques jours avant de déposer un PLFSS qui a été produit par qui ? Par l'administration, parce qu'au nom de la continuité de l'État toujours, il faut bien proposer un PLFSS. Donc les recettes qu'on a, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, et je critique pas l'administration, elle assure le travail de continuité. Simplement, il n'y a pas effectivement de ligne claire, en l'occurrence, de ligne marquée, d'orientation politique qui disent, voilà, j'emmène le système de santé d'un point A à un point B parce que je continue une politique qui ressemble à ça et à ça. Et on va vers quoi ? Vers la facilité, parce que l'administration, c'est normal. Elle ne peut pas faire autre chose que de proposer des choses immédiates. Donc, les franchises, un certain nombre, je ne vais pas énumérer les recettes qui sont proposées, on les connaît, mais elles ne dessinent pas une politique. Et c'est ce qui est dramatique. Donc, c'est qu'on a à la fois un système qui structurellement mériterait d'être revu de fond en comble dans son fonctionnement. Vous parliez de l'ONDAM. L'ONDAM ne correspond plus, 30 ans après son invention, ne correspond plus au financement des besoins des acteurs tels qu'ils travaillent aujourd'hui, ou des besoins tels qu'ils sont aujourd'hui des Français, des besoins de santé, à un moment où on a un temps politique où les politiques peuvent pas ou ne font pas leur travail parce que la succession des choses fait que c'est comme ça. Donc c'est vraiment dramatique. Ok. On va... Pardon de plomber un peu l'ambiance. C'était très important de vous entendre. Donc c'est clairement un texte financier. Si on vous entend, c'est un texte financier sur les solutions financières proposées par l'administration. Qui ne dessine pas de priorité politique. Oui. Et pourtant, il faut bien aussi... Il faut bien un budget à la France et il faut bien financer la sécurité. Dites-moi, un problème de détail, qui n'en est pas un évidemment, la réforme des retraites, la suspension de la réforme des retraites, quelle incidence ça peut avoir sur la santé? On nous dit finalement, comme on lâche sur la retraite, il va falloir faire quelques économies supplémentaires sur la santé. Votre opinion, monsieur Valtou? Oui, je ne sais pas s'il y a des liens directs entre les deux. Et d'abord, on va voir si on lâche sur les retraites. L'Assemblée est souveraine et le sujet fait débat. Donc, nous verrons. Mais après, on n'est pas forcément, en tout cas pour 2026, dans les mêmes ordres de grandeur financiers. On parle d'une incidence pour la suspension de la réforme des retraites en 2026 entre 100 millions et 400 millions selon ou pas que le gouvernement changera sa copie initiale. On est sur des ordres de grandeur qui sont pas les mêmes que pour la santé. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on ne dit pas assez aux Français que les retraites, c'est une dépense comme l'éducation nationale, comme le budget de la santé. C'est pas quelque chose qu'on met à part ou qui est gardé à part pour que les Français, après avoir cotisé, puissent toucher une fois qu'ils arrivent à la retraite. C'est une dépense annuelle, et qu'il faut assumer et qui représente la grande majorité des montants du PLFSS. Avez-vous, Frédéric Valtou, le sentiment que vous nous dressez un tableau qui est un peu noir? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les professionnels de santé, d'une part, qui sont ici et qui nous regardent beaucoup, les patients également, les citoyens aussi, les professionnels de santé ont conscience en réalité de ces enjeux? Et notamment d'ailleurs, plusieurs d'entre eux nous disent que nous sommes dans un PLFSS d'austérité, ce que d'ailleurs Mme Rist, la nouvelle ministre de la Santé, ne reconnaît pas. Elle dit que n'est pas vraiment, il y a quand même des dépenses qui augmentent. Quel est le sentiment? Quel est votre sentiment C'est toujours délicat de parler d'austérité quand les budgets augmentent. On peut dire qu'ils n'augmentent pas assez vite. Mais sincèrement, l'austérité, c'est pas ça. L'austérité, pour moi, c'est ce qu'ont connu d'autres pays, par exemple au moment du Covid, où c'est des coups de frein violents à des dépenses qui habituellement sont plutôt en augmentation. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'austérité. Après, oui, c'est un PLFSS qui va être difficile. Malheureusement, comme le sera le PLFSS 2027, et j'allais dire, tant qu'on n'aura pas eu ce grand débat démocratique qu'est l'élection présidentielle, qui permettra, je le crois, de légitimer une réforme, quelle qu'elle soit, mais de légitimer une réforme de notre modèle social, de son financement, de son fonctionnement, de la place des acteurs, des acteurs, des professionnels de santé, on sera effectivement dans cet épuisement qui fait qu'on va presser un peu plus
voilà. Pour être dans la continuité de la question de Pascal, est-ce que vous avez le sentiment alors on parle malheureusement de sentiment parce qu'on n'a rien de sûr aujourd'hui, on est sur, mais que le texte tel qu'il est aujourd'hui est dangereux pour le fonctionnement même du système de santé, comme certains le disent. Est-ce on est en train de casser quelque chose pour des raisons financières d'urgence, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça? Je rappelle quand même, pour compléter mon collègue Renaud, le Premier ministre, M. Lecornu, a quand même dit, alors on dénonce l'Ondam, mais enfin c'est quand même un indicateur, que l'Ondam était très sévère. Oui, bien sûr, mais bon, l'Ondam s'apprête à être ajusté, puisqu'il est annoncé 1 milliard supplémentaire pour l'Ondam. Alors, c'est sans doute pas, ça n'amènera pas à une augmentation de 3,5%. 1 milliard pour les hôpitaux, plutôt. Non, j'ai pas compris ça. J'ai compris 1 milliard tout court. Après, je sais pas comment tout ça sera ventilé, mais j'ai pas compris que c'était 1 milliard uniquement pour les hôpitaux. Alors, ça n'amènera pas à une progression de 3,5-4% ou 3,5% qui serait nécessaire si l'on suit la courbe des dépenses. Bon, néanmoins, enfin, alors violent. Je reviens à votre question parce que c'est pas non plus un PLFSS qui va mettre par terre le système de santé. C'est aussi un PLFSS qui met le doigt sur un certain nombre de sujets qu'on n'a peut-être pas beaucoup voulu voir depuis des années et qu'il faudra bien un jour attaquer. Alors ça peut être violent parce que on n'a pas fait ces réformes qui font que, de structure, j'allais dire, qui font qu'on demande aux acteurs de travailler différemment, et donc on leur applique effectivement des mesures d'économie, enfin aux acteurs, mais aussi aux patients, aux Français, puisqu'effectivement, la réforme des ALD, la réforme des arrêts de travail et des indemnités journalières, les franchises, si ce sujet va jusqu'au bout, ça va peser directement sur nos concitoyens. Après, tout ce qui concerne les dépassements d'honoraires, ce que le PLFSS appelle certaines rentes, etc. Oui, ça va concerner les professionnels. Mais est-ce qu'on peut continuer avec des dépenses de santé, des besoins de santé qui augmentent aussi vite, des financements publics qui, malgré tout, sont contraints, à fonctionner dans un système aussi éclaté, avec des règles de fonctionnement qui sont complexes et des acteurs nombreux, qui ont des statuts, qui ont des droits, qui ont etc. C'est compliqué aussi. Oui, c'est pas du détail, évidemment, hein, vous êtes d'accord. Sur les franchises, on avait non, c'est 2,5 milliards. Oui, ça avait été abandonné ça, par le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce précise. Sur les franchises, non. Ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est à la fois le milliard pour l'Ondam et c'est la fin de l'année blanche, ou en tout cas, on tourne la page de cette idée qui est d'ailleurs Michel Barnier avait trouvé dans le PLS que l'administration lui avait mis sur son bureau, l'année blanche qu'il avait dû abandonner l'année dernière, que M. Lecornu a trouvé dans le PLFSS que l'administration lui a donné cette année, parce que l'année blanche, c'est un truc facile. Voilà, on demande à l'administration de pondre des économies rapides. L'année blanche, c'est, je ne sais plus, 3,8 milliards sur les retraites et sur les minima sociaux. Parmi les mesures qui ont été annoncées et qui ont été d'ailleurs préparées depuis un petit moment avec les propositions de l'assurance maladie, avec les rapports de l'IGAS sur la biologie médicale, sur la radiologie, etc. Vous savez que les mots comptent. Est-ce que vous partagez, vous venez de l'exprimer, et vous savez la conséquence que ça a chez les professionnels, est-ce que vous partagez le mot rente? Parce que rentier, c'est-à-dire qu'on gagne sans rien faire, c'est ça, hein, le rentier. Et du coup, il y a des réactions assez vives, et voire un peu, comment dire, pour certains fâchés, mais profondément blessés, on va dire. C'est le mot que je cherchais. Certains, c'est des postures, d'autres, c'est vraiment, ils se sentent blessés par ça. Est-ce que, justement, dans l'emploi des mots, et quand on dit rente et que c'est répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous comprenez que c'est plutôt démobilisateur plutôt que mobilisateur dans une situation un petit peu d'urgence pour tout le monde? Je pense que ce mot-là, je comprends qu'il puisse choquer. Je le reprends pas forcément. Je le cite parce qu'il est, il a été largement inscrit. Non, mais oui. il est inscrit noir sur blanc dans le projet de loi de financement de la Sécu. C'est comme ça que l'article qui concerne ces sujets c'est écrit effectivement par la CNAM. Est baptisé. Non, c'est pas la CNAM. Là, c'est dans le projet de loi de financement de la Sécu. C'est marqué noir sur blanc. Bref, donc dans l'exposé des motifs qui accompagne l'article. Alors, rente, ça renvoie quand même à une situation qui est un sujet
quand même, qu'il faut poser, et qui est d'ailleurs de plus en plus posé depuis les bancs de la gauche, ça ne nous étonnera pas, mais aussi de la droite, voire de l'extrême droite, c'est la question de la financiarisation du système de santé. Et la rente renvoie plutôt, pour moi, à cette idée qu'on a des secteurs aujourd'hui qui tombent dans des logiques qui sont des logiques d'investisseurs financiers qui regardent d'abord la rentabilité d'un secteur avant l'utilité publique de la fonction. Voilà, je pense qu'il faut aussi dire les choses de manière très claire. Et c'est vrai que sur les laboratoires, on ne peut pas ne pas regarder en face le sujet de la financiarisation de ce secteur. Je pense qui n'est pas le seul secteur. Oui, sur ces sujets-là aussi, on sent quand même, quand on observe sur les 10, 15, 20 dernières années, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que parfois, dans certains temps politique, Bercy était très content qu'il y ait un mouvement de concentration grâce aux financiers, parce qu'avec cette idée qu'on pouvait faire des économies d'échelle, ça a été largement une politique. Et puis, à un moment donné, maintenant, on s'aperçoit qu'au fait, ça crée des bénéfices pour des financiers et qui sont internationaux, etc. Et donc, c'est pas forcément un circuit fermé. Donc, les cotisations sociales ne reviennent pas forcément, les fruits ne reviennent pas aux Français, ou en tout cas à la richesse française. Donc, on voit bien cette ambiguïté. Et maintenant, il y a un retour de balancier. Et il y a un petit manque de cohérence dans l'histoire, quand même. C'est ça qui crée un peu aussi de malaise. Manque de cohérence, oui et non. Qui manque de cohérence, oui et non, parce que par le jeu des rachats et des concentrations, etc., arrive un moment où les acteurs qui sont ceux qui organisent le système ne sont plus des professionnels eux-mêmes qui sont à la manœuvre, mais qui sont des fonds d'investissement, qui sont des investisseurs étrangers, qui sont des gens qui sont hors système et avec des préoccupations qui sont loin de ce qui est effectivement la prise en compte de l'intérêt de nos concitoyens. Frédéric Valletoux, je voudrais en revenir à des explications sur les mécanismes politiques. Et quel est votre rôle, le vôtre, la Commission des affaires sociales et peut-être de votre groupe politique, enfin en tout cas de parlementaires qui sont des professionnels de notre secteur, pour faciliter un compromis entre les différents groupes politiques que nous avons et que vous avez décrits, c'est-à-dire une extrême gauche ou en tout cas une extrême droite. Bon, est-ce qu'une gauche d'ailleurs également, et puis un front ou une majorité qui se délite, enfin, etc. Quel est votre rôle personnel et ceux de vos proches pour essayer de retrouver effectivement un compromis parlementaire? Bon, c'est pas moi spécifiquement. Hein. Moi, je ne suis qu'un modeste, un modeste pur dans le dispositif. C'est aussi un dialogue entre les groupes eux-mêmes, les groupes et le gouvernement, entre ceux qui ont quand même, au-delà des postures partisanes, au-delà des engagements partisans, j'aime pas trop le mot posture, mais au-delà des engagements partisans, qui ont quand même, qui partagent cette nécessité qu'il faut un budget à la sécurité sociale comme il faut un budget au pays. Et si le PLFSS n'était pas adopté, comment ça va se passer? Alors, expliquez-nous de manière pédagogique, il y a quelques spécialistes dans la salle, mais c'est quoi, une loi spéciale? Il y a plus de 49.3, des ordonnances, enfin, on voudrait savoir. Il y a deux solutions. En fait, il faut savoir que je pense que maintenant tous les Français deviennent un peu experts des ça réactualise. Oui. Là, en tout cas, on en parle beaucoup du cadre dans lequel tout ça s'opère. Il y a deux solutions. D'abord, on est contraint par la Constitution à des délais. 50 jours pour discuter du PLFSS, 70 jours pour discuter du projet de loi de finances du budget de l'État. Et donc, à partir de là, soit on discute dans ce cadre-là, et qu'au terme des 50 jours, pour ne parler que du PLFSS, on arrive au terme de la discussion, et à ce moment-là, il y a par exemple un vote défavorable, il n'y a pas de majorité pour soutenir un PLFSS, et donc à partir de là, la Constitution est claire, le gouvernement peut, par ordonnance, mettre en œuvre le budget qu'il avait imaginé. Les experts sont en train de discuter. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément la copie initiale telle que déposée sur le bureau de l'Assemblée au mois d'octobre, ou est-ce que ça peut prendre en compte certains amendements? Moi, je pense qu'on est plutôt sur la première
solution. Pourquoi les experts en discutent? Parce que ça n'est jamais arrivé. Et donc, on est face à une situation assez inédite. Comme l'année dernière, on était déjà avec la loi spéciale face à une situation inédite. Moi, je pense la lecture qui est faite, c'est plutôt de reprendre le texte tel qu'il été au moment de son dépôt. Et c'est pour ça que d'ailleurs le gouvernement a mis autant d'énergie à introduire dans le texte initial la fameuse article 45 bis sur la suspension de la réforme des retraites, se disant certainement que en cas effectivement d'ordonnance et de reprise du budget initial, c'était la suspension serait emmenée dans le paquet et que les socialistes trouveraient. Et est-ce que ça a valu à Monsieur Lecornu la reconnaissance des socialistes? Ça, on démarre la discussion. Je pourrais vous répondre dans une semaine. Mais au-delà de ça, ça c'était juste la première hypothèse. Ça passe par ordonnance. La deuxième hypothèse, on respecte pas les délais, c'est-à-dire on constate, on respecte pas les délais, auquel cas le gouvernement peut prendre, comme l'année dernière, la fameuse loi spéciale, mais qui permet de reconduire cette fois-ci non pas la copie initiale du gouvernement, de reconduire le budget 2025 en l'occurrence, mais c'est plus fragile juridiquement. Vous, juste pour finir là-dessus, ça boucle un peu avec la première question. Vous qui avez été à la manœuvre sur les compromis, etc., profondément, vous le sentez comment? On va droit vers ce type de solution? On va réussir il y a des chances qu'on a réussi à un compromis? Sincèrement, et sans langue de bois, j'ai pas l'habitude de raconter. Je sais pas vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, il est possible qu'on puisse trouver avec les socialistes, puisqu'en fait, c'est eux qui fournissent la pointe qui serait nécessaire à trouver une majorité dans cet hémicycle. On peut trouver des voies de discussion avec les socialistes. À l'inverse, il faut s'assurer que ceux qui vont être fâchés qu'on lâche sur la réforme des retraites, qui est nécessaire sur le plan économique, et deux, qui a été déjà si difficile à porter sur le plan politique, donc des gens qui sont contre la suspension de la réforme des retraites, eux ne se mettent pas dans une attitude inverse et finissent par ne plus voter le PLFSS. Ouais, et votre parti, Horizon, ne faites pas le modeste. Nous, on votera contre la disposition qui suspend la réforme des retraites, oui, bien sûr. Bon, dites-moi, il y a aussi quand même, dernière question avant la pause et avant d'écouter notre collègue Adrien Broche de Via Voice, votre position sur les dépassements d'honoraires. Ça a beaucoup agité, notamment les médecins libéraux. Il faut dire effectivement qu'on remarque que les dépassements, c'est le secteur 2, a beaucoup augmenté ces dernières années. Votre position. Ça fait longtemps que je pense que ce sujet-là, de toute façon, il faudra un jour l'aborder. Alors, est-ce qu'on l'aborde de la meilleure manière? Je sais, on peut toujours en discuter à l'infini. Mais dans ces règles qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'elles deviennent, sur le plan financier, difficiles à supporter pour le système et sur la compréhension même par les Français du fonctionnement du système difficile à supporter aussi, ça fait partie des sujets qui, pour moi, effectivement, doivent être abordés. Donc, est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans les dépassements d'honoraires? Il y a un moment, on savait que ce sujet allait arriver. On y est. Merci. On va passer à notre séquence opinion. Adrien Broche, bonjour. Donc, vous êtes de Via Voice et vous nous présentez donc un sondage exclusif pour les contrepoints de la santé sur le sentiment des Français par rapport au PLFSS, aux efforts demandés et l'importance de ces efforts demandés. Oui, merci Renaud, merci Pascal. Quelques éléments d'opinion, effectivement, parce que vous l'avez dit, Pascal, la vie publique, les affaires publiques sont devenues d'une complexité inouïe ces dernières semaines. Et je crois que les Français ont à la fois des avis et beaucoup de mal parfois à s'y retrouver, d'autant que les débats sur la question du PLFSS, du budget de la Sécu, sont très techniques. Alors d'abord, un attachement fort, on a coutume de le rappeler ici au contrepoint de la santé, mais je crois qu'il faut le souligner, des Français en général, à la sécurité sociale et à l'assurance maladie. On a 80% des Français pour qui aujourd'hui ce sont des éléments absolument essentiels. Donc on a un attachement, pas seulement technique, mais quasiment culturel à ce symbole d'universalité et de santé, de modèle de santé républicain très particulier. Donc cet attachement-là, il est très transpartisan, très transgénérationnel et très stable au fur et à mesure des années. Je crois que c'est un point de départ important qu'il faut rappeler.
On va le voir tout au long des résultats de cette étude, je vais aller très rapidement. Mais il y a quand même un certain nombre de points de vigilance et de poussées qu'on voit de manière très, très contemporaine là, de l'opinion, qui n'était pas forcément aussi important avant, mais avec des niveaux d'inquiétude. D'abord face au déficit. Qui font état d'une lucidité aujourd'hui importante dans l'opinion. Le déficit de 23 milliards d'euros, il suscite une inquiétude très importante. Aujourd'hui, auprès des Français, 55% des Français estiment que ce déficit, il est grave. 21% estiment que c'est pas si important, qu'il est prévisible, que c'est gérable. Mais donc, on a une majorité aujourd'hui, plus d'un Français sur deux, pour qui c'est un enjeu important et d'une gravité importante, notamment dans un contexte, on le sait, de déclassement, où une majorité de Français, et notamment de jeunes Français âgés de 18 à 24 ans, estiment qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Forcément, les questions de dette commencent à imprégner de manière importante dans l'opinion. Un doute ensuite marqué sur la capacité de contrôle et d'équilibre, l'exigence qui est justifiée par l'attachement au modèle, mais aussi les inquiétudes sur son financement s'accompagnent d'un doute prononcé quant à la capacité de l'assurance maladie à contrôler notamment les dérives. On a 71% des Français aujourd'hui qui estiment que l'assurance maladie lutte insuffisamment contre la fraude, un sentiment qui est particulièrement fort chez les Français les plus âgés et les plus seniors. Parallèlement, le clivage entre la solidarité ou symbole un peu de solidarité et une vision peut-être un peu plus attachée à une rigueur se creuse. On a une France qui est coupée en deux actuellement. Ce n'était pas forcément le cas avant. 46% des Français aujourd'hui considèrent qu'il faut privilégier l'équilibre financier, quitte à ce qu'il faille restreindre certaines prestations, et 42% préfèrent préserver la couverture universelle. Donc à la fois une France assez coupée en deux, 46%, 42%, et puis quand même 4%, 4 points de plus du côté de ceux qui considèrent qu'il faut aller vers davantage de rigueur. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'assez neuf dans l'opinion. Concrètement, sur les mesures du budget 2026, mesures prévisionnelles évidemment, 41% des Français aujourd'hui jugent la hausse du reste à charge de 3 € raisonnable, 36% considèrent que c'est excessif et 13% considèrent même que c'est insuffisant. Donc 13 plus 41, ça fait 54%. Un peu plus d'un Français sur deux aujourd'hui estime que cette hausse du reste à charge, elle est justifiée ou souhaitable, même si certains... 3 € par mois. 3 €, exactement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Autre point, l'idée d'une taxe exceptionnelle d'1 milliard sur les complémentaires santé. Là, c'est rejeté par une majorité de Français. On a un Français sur 4 aujourd'hui qui soutient cette mesure-là. 64% estiment en revanche contre cette mesure pour une raison simple, c'est-à-dire qu'ils estiment que ça va être répercuté sur les cotisations et c'est quelque chose dont les Français ne veulent pas. Sur le gel des prestations sociales, on a une France coupée en 3 aujourd'hui. On a un tiers considère qu'il faut restreindre les prestations sociales de manière générale. Un tiers considère qu'il faut les restreindre seulement si c'est temporaire, donc une espèce d'entre-deux, et un tiers est opposé à cela. Ça fait quand même, là aussi, si on additionne le premier tiers et le deuxième tiers, environ 6 Français sur 10 qui considèrent que c'est pas à écarter, en l'occurrence, même si certains estiment qu'il faille que ce soit temporaire. Et puis, dernier point, les Français se montrent ouverts à une responsabilisation accrue aujourd'hui des assurés. 72% sont favorables, même si près de la moitié refusent qu'elles prennent la forme de sanctions financières. Donc c'est une nuance importante, et je termine évidemment là-dessus. Il ne s'agit pas d'une demande de discipline positive, mais plutôt d'une culture de la prévention, de pédagogie. Donc il y a globalement une forme de maturité, je crois. Sur les 72%, j'imagine ils sont tous favorables à la régulation et être sévères pour les autres. Ou pour Bien sûr. Non, c'est toujours pour les autres. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours pour les autres. Un commentaire. C'est un sondage intéressant. Oui, non, c'est un sondage intéressant qui montre qu'effectivement, les réponses ne sont pas noires ou blancs, c'est assez équilibré dans l'ensemble, et que le regard porté sur à la fois l'état du système de santé et quelques mesures qui pourraient être, ou directions dans lesquelles aller, effectivement, les Français sont balancés. Donc oui, c'est très intéressant. On a presque le sentiment qu'ils sont plus matures que les parlementaires. Mais les parlementaires sont pas... Je dis les parlementaires. Oui. Il y a des parlementaires très différents. Les parlementaires sont pas immatures. Disons qu'on est dans un contexte politique qui est inédit, donc qui est pas simple à appréhender par rapport à nos règles de fonctionnement, même depuis les règles les plus simples à l'Assemblée jusqu'aux règles du jeu politique plus généralement. Nous diffuserons évidemment, Renaud, le sondage de Via Voice. Merci beaucoup Adrien. Nous allons passer à notre séquence Contrepoint avec nos deux invités. Voilà, beaucoup de plaisir de recevoir ici au Contrepoint de la Santé Sophie Beaupère. Bonjour madame, vous êtes la déléguée générale d'Uniconcert. Et merci de venir dialoguer avec nous et de poser des questions à notre invité.
Merci beaucoup. Ma première question, qui est aussi une remarque, ça porte sur le fait que l'ensemble des fédérations, ça fait plus d'un an et demi qu'on est engagé en fait pour faire des propositions dans une logique de pluriannualité. Alors, il y a un an, on avait commencé des discussions un peu nourries avec le ministère de la Santé sur déjà l'élaboration d'un protocole de pluriannualité qui concernait les fédérations d'établissements de santé et le ministère. C'était sans doute une première étape, même si on appelle de nos vœux une loi de programmation pluriannuelle en santé. Et je sais que les parlementaires, notamment la commission Affaires sociales, ont aussi eu des discussions et semblaient avoir une position commune, si j'ai bien compris, sur ce sujet. Est-ce que, Frédéric, vous pensez que ça peut aboutir? Parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin, tous les acteurs de santé, de cette perspective pluriannuelle pour justement éviter d'opposer les secteurs. Voilà, le terme de rente, il faut, je pense, être précis et analyser tous les éléments et tout ce qui pourrait être réformé et augmenter le financement à la qualité, à la pertinence et aller vers des projets qui soient positifs et qui embarquent l'ensemble des acteurs. Or, aujourd'hui, on a un manque de capacité à se projeter. Alors nous, Centre de lutte contre le cancer comme les autres, mais de par notre activité, c'est vrai que c'est encore plus impactant pour les patients quand des structures comme les nôtres sont pas sûres de pouvoir acheter des machines innovantes parce qu'elles subissent des baisses de tarifs qui n'étaient pas anticipées, pour donner un exemple. Donc, est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir cette loi de programmation pluriannuelle qui va permettre d'avoir aussi des projets ambitieux en matière de prévention pour les personnes à haut risque, par exemple, comme la CNAM d'ailleurs le soutient et le propose dans son rapport chargé produit, et pour pouvoir se projeter. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Alors, on sait tous que effectivement, une approche pluriannuelle, elle serait souhaitable. Alors, il y avait des discussions qui avaient démarré quand j'étais au gouvernement sur ce sujet, qui avaient vite été interrompues, pas du fait des fédérations, mais du fait de la situation politique, plus ou moins reprise prestement par les successeurs. Bon, on voit bien les à-coups qu'on vit malheureusement dans cette période d'instabilité, de la même manière que suite à des inquiétudes au printemps 2024, le secteur privé, je me tourne effectivement vers la directrice générale de la FHP, on avait signé un protocole d'accord dont j'ai compris qu'il n'était pas toujours complètement mis en œuvre à ce jour, alors même qu'il avait été clairement signé par moi-même il y a maintenant 18 mois. Donc on voit bien que tout ça nous renvoie effectivement à une gestion qui n'est pas souhaitable, favorable dans le pilotage du secteur. La loi pluriannuelle, elle serait nécessaire parce qu'effectivement, moi j'ai toujours pensé que l'annualité budgétaire, c'était vraiment une manière très basique et presque antidéluvienne de travailler. On peut pas quand on parle de prévention, quand on parle d'investissement lourd, quand on parle de recherche, quand on parle de tous ces sujets, on peut pas raisonner à un an en se demandant est-ce que les règles de financement sont toujours les mêmes l'année prochaine. Ça n'est pas possible. Ça renvoie tous les professionnels, les managers des différentes structures, etc., à fonctionner avec des règles qui sont préhistoriques. C'est pas possible. Donc effectivement, moderniser la gestion des politiques publiques, c'est aussi donner la possibilité de s'inscrire dans une pluriannualité. Alors le Parlement là-dessus, il est un peu empêché parce que on touche aux fonds publics, on touche aux règles de la dépense publique, on touche et ça inévitablement on est contraint, on est restreint plutôt dans notre capacité à faire. C'est vraiment le gouvernement dans notre système institutionnel qui a la main pour prendre l'initiative, mettre en place, proposer un changement du cadre budgétaire. Est-ce que je peux vous demander l'une et l'autre si vous avez lu l'article, en tout cas la tribune de François Braun, votre prédécesseur, je crois, François Braun, dans Le Monde hier? Non? Vous l'avez lu? Non, je n'ai pas. Alors, je vous la commente. Vous l'avez lu? Non, malheureusement. Je la commente. Le système de santé ne doit, dit-il, plus être piloté par l'offre de soins, mais par les besoins de santé. Il fait comme vous, c'est-à-dire qu'il propose, enfin, il demande une loi de programmation pour 5 ans, et également, il parle de territorialisation de santé. Alors, en fait, c'est sur ce dernier point que je voulais compléter, si vous me le permettez, votre questionnement, c'est-à-dire vraiment essayer de faire en sorte que, on regarde et que l'on
n'est plus un système de santé aussi centralisé que nous l'avons aujourd'hui dans notre pays. Ça vous inspire quelque chose? Oui, bien sûr, ça m'inspire le fait que ça renvoie à la réforme du financement des différents acteurs pour éviter les cloisonnements, les silos entre les établissements liés aux limites de la tarification à l'activité, on va dire, et entre établissements et libéraux. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est des parcours de soins coordonnés qui sont de plus en plus la réalité de terrain, mais qu'en même temps, le financement, il favorise pas forcément cette coordination. Alors, il y a des expérimentations, il y a les articles 51, il y a des choses qui se font, mais c'est vraiment très marginal par rapport, en fait, à la majorité du financement. Et par exemple, le financement à la qualité, ça représente que 0,4% du financement tarification à l'activité des établissements de santé. Et on est beaucoup d'acteurs engagés et prêts à pouvoir davantage avoir des financements corrélés à des délais de respect de délais de prise en charge, à de la pertinence des soins. Mais c'est vrai que sur ces sujets, on n'a pas beaucoup avancé. Il y a des rapports dont on n'a pas toujours connaissance. On contribue énormément, tous les acteurs, à des rapports IGAS. Par exemple, il y a eu un rapport sur la réforme du financement des établissements de santé. On n'a jamais eu les conclusions qui nous ont été partagées. Il y a eu un rapport récent auquel nous avons tous contribué, qui nous intéressait beaucoup tous, sur la réforme, la modernisation de l'hôpital public. Les conclusions n'ont pas été partagées avec les acteurs. Donc, je pense que nous, on est vraiment prêts à s'engager et à pouvoir partager des constats pour pas justement être sur des mots comme le mot de rente, etc., mais des constats partagés qui permettent de bâtir des politiques publiques solides. Frédéric Valtou, vos réponses. Non, mais moi j'ai l'impression de radoter un peu parce que j'étais à la Fédération hospitalière de France, on défendait, mais pas tout seul, avec vous, avec la FHP, avec l'ensemble des fédérations, on défendait déjà ce virage de la territorialisation. L'Association des maires de France avait organisé il y a une dizaine d'années des grands débats pour parler du virage vers les territoires, du besoin que le système de santé soit plus connecté au territoire, la responsabilisation des acteurs locaux, le fait de déconcentrer les décisions et donc les budgets. Enfin, tout ça, c'est des idées, effectivement, c'est pas parce qu'elles sont ressassées depuis quelques années, tant qu'on les aura pas mises en œuvre, il faut continuer à les défendre. Juste un mot, si on attend du système qui se réforme lui-même, je pense qu'on y est encore dans 10 ans, et nos successeurs à tous pourront parler toujours des mêmes thèmes. Regardez l'article 51. Pour moi, c'est la preuve que l'État ne sait pas innover. L'article 51, c'est la loi de financement de la Sécu de 2017. Il s'est passé 2 ou 3 ans avant que la manière dont les uns et les autres allaient pouvoir candidater à l'article 51, que les textes d'application puissent sortir, les appels à projets. On a pondu des trucs qui sont infernaux. C'est une course d'obstacles, ça c'est sûr. Non, mais c'est une course d'obstacles qui est dingue. Tout ça pour parler financement, innovation, adaptation sur le terrain, etc. Et aujourd'hui, on est à la fin des financements, on est à la fin des expérimentations. On ne sait pas si on pourra en pérenniser ne serait-ce que quelques-unes. Enfin, c'est un brouillard sans fin et on en parle maintenant depuis 10 ans. Et c'est le rythme de l'État. Et donc, il va falloir effectivement que, il faut espérer qu'à partir de 2027, on puisse changer tout ça parce que là, on est en train de s'étouffer nous-mêmes. Et quand je dis nous, c'est le système de santé. Plus d'illusions, mais des espérances. Merci, des espérances. Voilà, merci. Voilà, nous avons beaucoup de plaisir de recevoir Philippe Besset. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques des pharmaciens d'officine. Vous êtes un acteur important de ce secteur. Vous voulez bien dialoguer avec notre invité ? Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. On va peut-être arrêter de parler budget et gros sous et parler organisation des soins. 2 minutes. Dans ce que je vais dire, il va y avoir des choses qui risquent d'être contradictoires, mais en fait, je vais essayer de rassembler un petit peu tout ça pour avoir une vision claire de mon propos. J'ai rencontré Sébastien Lecornu donc à l'occasion de son gouvernement Lecornu 1. Donc c'était quand même assez bref, mais c'était une petite fenêtre de tir, mais j'ai eu cette chance. Et parce que nous avions un litige avec les pharmaciens d'officine qui a défrayé un peu la chronique. Mais au-delà de ça, on a parlé de son idée de réseau France Santé. On a parlé de l'implication des pharmaciens. Je lui ai dit que nous avions un problème grave, c'est que nous avions 5 villages français par mois qui perdaient leur dernière pharmacie.
On est à ce rythme-là, hein. Tous les mois, 5 villages perdent leur dernière pharmacie. Donc on rentre dans la désertification pharmaceutique. Et que donc il fallait qu'on aille plus loin sur la négociation conventionnelle que vous avez accompagnée quand vous étiez ministre, voilà, sur l'aide aux territoires fragiles, etc., sur l'ensemble de ce sujet. Et donc on a parlé du réseau France Santé et l'intégration des pharmaciens là-dedans. On vient de connaître hier l'amendement gouvernemental sur l'accès aux soins. Cet amendement gouvernemental, il est majeur. Et vraiment, c'est quelque chose que sur le fond, sur l'ensemble des objectifs, je soutiens complètement. En même temps, comme dirait l'autre, on ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation sur le sujet. Le sujet est extrêmement grave, mais il doit être pris avec sérieux, avec le temps nécessaire et le respect du dialogue social. Le respect du dialogue social, et le dialogue social, on lui tord un peu le cou dans cet amendement gouvernemental. C'est ma limite dans cet amendement. Donc du coup, je reviens vers vous parce que avant que cet amendement gouvernemental paraisse, le groupe Horizon avait soutenu les amendements sur l'accès aux soins dans les pharmacies, avait proposé eux-mêmes par amendement, mais c'est des articles 40, donc c'est mieux que ce soit le gouvernement. On parle d'un investissement de 130 millions d'euros quand même, hein, c'est pas rien pour l'année 2026 dans ce réseau France Santé. Ce que j'en comprends, c'est que ça remplace en gros les CPTS qui deviennent des communautés de professionnels de communautés France Santé, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça les remplace vraiment. Par ailleurs, pour nous, on ne veut pas que se surajoute une couche supplémentaire de machin. Hein, on veut pas. On a déjà les CPTS, les MSP, les conseils territoriaux de santé, le SAS, le PDSA, un nombre d'acronymes invraisemblables. Pas d'acronymes supplémentaires. Donc on veut à cette occasion une simplification et donc on veut un dialogue conventionnel. Donc ma question est-ce que donc le groupe Horizon, là du coup, parce qu'en fait c'est un amendement gouvernemental qui découvre cet amendement, j'imagine, en même temps que nous dans le parcours, va soutenir d'une part cet amendement, parce que je pense qu'il faut le soutenir, mais d'autre part essayer de l'amender pour l'améliorer de telle manière à ce que ce soit un vrai dialogue conventionnel avec un arbitrage à la fin, comme dans tous les dialogues conventionnels, mais pas un arrêté au bout de 2 mois qui est en fait une pseudo-négociation. Il faut que les partenaires sociaux aient le temps de s'approprier ça pour remplacer le système d'organisation par celui-ci. Je pense que c'est une bonne idée de s'appuyer... je reviens, c'est mon dernier mot, après je vais être trop long. Le message est passé. Le message est passé, mais je voudrais... Ouais, il est même très clair. Je pense que l'intérêt de ce réseau France Santé, c'est qu'il s'appuie sur l'existant. Comme le réseau France Service. On va laisser. Voilà. On va laisser notre invité répondre. Eh bien, je découvre. J'étais pas au courant qu'il y avait un amendement du gouvernement. On n'a pas du tout été consulté. On n'est pas, voilà. Donc c'est normal que. Donc oui, le dialogue avec les partenaires, avec les organisations représentatives existe, puisque finalement ils vous consultent avant les parlementaires. Bon, mais c'est normal. C'est sans doute un article qui arrivera ou un amendement qui arrivera plus tard dans la discussion. Enfin, chez vous, il est arrivé hier. Au Parlement. Moi, je peux vous dire qu'hier, je ne l'ai pas vu. Enfin, en tout cas, il est sur le site. Peut-être. Alors, vous voyez, mais moi, je ne l'ai pas vu. On était pris jusqu'à hier minuit, pas dans l'hémicycle par la discussion. Je me suis pas replongé dans les dépôts d'amendements. Mais moi, je l'ai pas vu. Donc, je peux pas tellement vous répondre sur le fond. Sur le principe, oui, bien sûr. Tout ce qui est de toute façon vertical, autoritaire et qui descend tout droit sur la tête des professionnels a en général 99 chances sur 100 de se planter et de créer de la crispation. Donc bien sûr qu'il faut discuter, il faut trancher le moment venu, mais il faut discuter avant, ça c'est clair. Moi j'avais pas compris, pour reprendre votre idée, j'avais pas compris que France Santé, les maisons France Santé que nous oui moi non plus je découvre aussi remplacerait les CPTS. Alors c'est clairement dit dans l'amendement, en fait les communautés, quand elles existent, les communautés de professionnels territoriales de santé prennent la dénomination de communauté France Santé. C'est ça qui est dans l'amendement. Bon. Donc tout ça c'est une bonne idée générale. Moi, je suis favorable. Je voudrais pas qu'on quitte ce débat en pensant que je suis défavorable. Je suis très favorable au dispositif, mais
ça mérite un peu de travail. Avec du dialogue. Et avec du dialogue conventionnel. Ouais. Mais ça illustre bien d'ailleurs ce qui vient de se passer, le fait que vous ne soyez pas au courant de ça. La façon dont ça se passe dans la précipitation en ce moment, on est vraiment là-dedans tout le temps. J'ai l'impression que vous vivez ça au quotidien. Il y a des choses qui arrivent de toutes parts. Mais de fait, puisque de toute façon, on a commencé la discussion, donc le train est parti, il avance, et c'est au fur et à mesure que sont pluguées, si on peut dire ça comme ça, un certain nombre d'initiatives. Alors, le gouvernement ne va pas déposer beaucoup d'amendements. Celui-là, il est important, puisque évidemment, il vient concrétiser cette évocation du réseau France Santé que met en avant le Premier ministre et Stéphanie Ries maintenant depuis quelques jours. Mais sinon, le gouvernement s'est engagé à déposer le moins d'amendements possible du fait, c'est la conséquence de cet engagement à pas intervenir avec le 49.3, donc à pas téléguider trop les discussions qui ont lieu en ce moment. Donc effectivement, il y a des initiatives qui peuvent arriver de partout. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez. Elle existe sur YouTube et sur les plateformes de podcast pour courir, par vos petits jogging, santé sport. Hop, on écoute aussi le débat, c'est parfait. Il y a plein d'autres sujets, la prévention, etc., qu'on n'a pas pu aborder, mais je pense que là, il faudra revenir. J'espère que ça sera avec plaisir de votre part. Merci encore d'avoir pris le temps, malgré, on sait très bien le contexte, d'être venu nous voir, Monsieur Valtou. Merci à Adrien Broche, merci à Sophie Beaupère et à Philippe Besset pour avoir fait nos contrepoints. Merci à nos partenaires, bien sûr, sans qui nous n'existerions pas. Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, la vague des acteurs de santé, Hortus et l'UC2M. Et enfin, merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay et Corentin Chouanet. Et merci de nous suivre encore. Rendez-vous le mois prochain. Une petite phrase pour la journée. Pardon, la petite phrase pour la journée. Vous savez qui a dit « Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir ». Petite phrase pour la journée, pour se donner en forme. Matthieu, dans l'Évangile. Nous voilà sous de beaux auspices. Très bonne journée.